après-midi à tout le monde. Donc moi je coordonne le projet PGN Shaping Host. Alors on va passer. Ok. Et donc ce projet est focalisé sur une variété de métabolites qui sont sous-étudiés dans le contexte du microbiote, puisque historiquement, ils ont été étudiés dans le contexte des maladies infectieuses et pas du microbiote, et dans le contexte de l'immunité innée. Comme ils sont reconnus par des récepteurs de l'immunité innée, que ce soit les Toll-like receptors ou des familles découvertes plus récemment comme les Nod-like receptors. Et ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est que non seulement des variants de ces récepteurs ont été décrits par différents groupes ou qui créent de la susceptibilité aux maladies infectieuses, et ça c'est vrai essentiellement pour les TLR, alors que dans le sous-groupe des Nod-like receptors, les variants qui ont été identifiés chez l'homme souvent sont associés pas à une susceptibilité plus forte à des maladies infectieuses, mais au fait à des maladies chroniques inflammatoires, dont la maladie de Crohn ou le syndrome de Blau, ou même l'asthme. Et ça soulève la question de quel est leur rôle en dehors du contexte des maladies infectieuses, puisque c'est des maladies qui sont souvent associées à des dysbioses du microbiote. Et donc, ces dernières 10-15 années, ce qu'on a montré, c'est qu'en dehors du rôle des nodes dans l'immunité innée et la réponse aux maladies infectieuses, c'est qu'il y a un rôle aussi dans la communication via les ligands de ces récepteurs, qui sont des molécules de la paroi du peptidoglycan, des bactéries, qui permettent un dialogue entre le microbiote et l'hôte et le maintien de l'homéostasie. Et donc les objectifs de ce projet tourne autour de trois tâches principales. Une première est dédiée à développer des outils pour suivre ces molécules. Alors, le microbiote est très divers, il y a plein d'espèces différentes et chaque espèce peut produire des variants de ce peptidoglycan. Donc, même s'il y a un corps commun en termes structurels, il y a beaucoup de variations. Et donc, en fonction du microbiote qu'on a, on va avoir une diversité très large de ces molécules, alors que les récepteurs eux-mêmes, ils reconnaissent une variété très restreinte de ces molécules. Et donc, en fonction de ce microbiote, on va avoir plus ou moins de capacité de ce microbiote à communiquer et à stimuler ces récepteurs. Et donc, l'idée, c'est de développer des méthodes qui permettent de suivre chez l'hôte ces molécules, savoir où est-ce qu'elles vont, la nature chimique de ces molécules et quel est leur potentiel en termes de biologique, en activité biologique. Et donc après, à appliquer ces méthodes dans deux contextes, un de homéostasie, donc étudier le rôle physiologique en homéostasie de ces molécules dérivées du microbiote. Et donc il y a trois axes, un local au niveau intestinal, parce que c'est l'endroit où il y a le plus de bactéries, donc où il y a le plus gros potentiel de production de ces molécules. Et la physiologie de l'intestin. Et après, deux axes, l'axe intestin-foie et intestin-cerveau. Et donc, dans le contexte de la physiologie de l'intestin, c'est avec François Lelier, d'essayer de comprendre comment le peptidoglycan de certaines bactéries permettent à moduler les effets tampons contre la malnutrition. Et protège la croissance de l'hôte. Le deuxième, sur l'axe intestin-foie, c'est essayer de comprendre comment le foie participe au métabolisme de ces molécules et donc à leur dissémination chez l'hôte et à maintenir ou à dégrader ces molécules et le maintien de leur activité biologique. Et le troisième, qui est avec le cerveau, c'est deux axes. Un sur la régulation du sommeil, puisqu'historiquement, une des effets qui a été décrit du peptidoglycan, c'est la régulation du sommeil, encore qu'on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Et l'autre, c'est sur la nociception au niveau intestinal, puisque les neurones au niveau intestinal expriment ces récepteurs et on ne sait pas pourquoi ils expriment ces récepteurs. Et après, le deuxième pendant, le Work Package 3, c'est essayer de comprendre quand il y a une rupture de cette homéostasie, les conséquences en termes pathologiques, et donc avec des modèles de pathologie où le peptidoglycan a été impliqué déjà historiquement. Donc la maladie de Crohn dont je vous ai parlé,
mais aussi le cancer, cancer colorectal et les arthrites. Et tout ça sont des maladies chroniques inflammatoires où il y a soit une rupture de la reconnaissance ou un excès d'activation dû au pétlicane, qui sont deux extrêmes qui aboutissent tous à une inflammation chronique inflammatoire, et essayer de décortiquer ces mécanismes-là. Et donc, transversal à ces 3 work packages, c'est toutes les méthodes qu'on va utiliser. On a entendu des interventions avec des probiotiques, soit avec des pathobions qui vont stimuler ces maladies chroniques, soit l'utilisation de souris avatars avec des transferts fécaux venant de cohortes de patients qui sont atteints ou sains. L'utilisation de perturbants, comme on a entendu les émulsifiants, mais aussi des toxines, ou surexposition à certains de ces ligands. L'utilisation de méthodes de détection pour essayer de éventuellement développer des biomarqueurs basés sur le pétlicane, prédire l'évolution de certaines de ces pathologies où le pétlicane est impliqué, et des modèles in vitro et in vivo pour pouvoir mécanistiquement étudier comment ce pétlicane agit au niveau cellulaire. Après, j'ai mis ici le calendrier, c'est pas pour que vous le sachiez par cœur, mais c'était pour illustrer que c'est en 5 ans et que malgré les liens entre les 3 work packages, au fait, ils peuvent avancer tous de façon indépendante et aboutir à des résultats, on espère, significatifs. Et donc, pour finaliser, je voulais présenter le consortium. Donc ça, c'est le plus grand consortium, apparemment, ici, de ceux qui ont été présentés, puisqu'on est 11 partenaires, allant de la chimie, des sucres et organiques, jusqu'à des cohortes avec le Robert Debré et aussi à Rissecoll, à Saint-Antoine, avec maladie Crohn. On a toutes les expertises nécessaires. Le gros étant focalisé ici à Paris, puisque on est 9 des 11 partenaires basés à Paris et la grosse majorité à Pasteur, mais aussi avec la participation à Lyon de François Leguet et de Mathias Chamaillard à Lille. Et je vous remercie pour votre attention. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Ivo. Parce que là, tu as beaucoup parlé des interactions avec les bactéries, mais est-ce que ces produits, ces molécules interagissent aussi sur les autres micro-organismes du microbiote? Est-ce que vous envisagez de regarder parasites, virus? C'est-à-dire, au fait, les bactéries utilisent aussi ces fragments de pétlicane de communication entre Oui, exactement. entre eux. Mais est-ce qu'il y a un impact sur les autres micro-organismes du microbiote? Comme par exemple les virus ou oui, les parasites, champignons. Indirectement, oui, puisque un des effets majeurs du pétlicane, c'est au niveau immunitaire, localement, avec les tissus lymphoïdes. Et donc, forcément, il va y avoir un effet sur tout le microbiote, que ce soit pas seulement les bactéries, mais parasites, virus, champignons. Donc, il y a un effet indirect. Et ça, vous allez l'étudier ? Non, on va se focaliser sur l'aspect bactérie et ce que différents types de microbiotes ont comme potentiel de production de ces molécules et de dissémination et effets biologiques localement et à distance. Non. Donc l'autre question, c'était plus de regarder l'interaction donc de ces polypétlicanes avec les voies métaboliques et donc le lien évidemment avec l'obésité. Alors, ce que nous, on va se focaliser, c'est que, essentiellement, c'est au niveau du foie. Parce qu'on sait que ces molécules, elles sont processées par l'hôte, mais on sait qu'une partie du métabolisme se passe au niveau du sérum, directement, avec des enzymes produites par le foie au niveau du sérum. Mais on se focalise sur le foie aussi, parce que c'est le premier organe qui est lié par la veine porte directement à l'intestin. Et donc on veut essayer d'étudier si une partie de... On sait que ce pétlicane, pour atteindre des organes à distance, notamment le cerveau, ont besoin de passer la barrière intestinale. Si on fait en systémique, ça ne va jamais dans le cerveau, par exemple, ou en IP. Donc clairement, il y a quelque chose qui se passe au niveau intestinal pour que ça puisse se disséminer ailleurs. Mais on ne sait pas intestinal ou le foie, parce qu'on n'a jamais testé l'administration systémique directement dans la veine porte,
toujours soit en rétro-orbital, maintenant c'est interdit, ou à la veine. Donc c'est possible que tout se passe soit au niveau intestinal, soit au niveau du foie. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'axe intestin-foie. Merci beaucoup.